À 3 semaines exactement du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin, une question existentielle s'invite dans la campagne et préoccupe en sourdine les 6 millions d'électeurs. Le bulletin de vote sera-t-il plus fort que le défi terroriste? Pas plus tard que le samedi 7 mars dernier, l'armée béninoise dit avoir vaincu 17 assaillants dans la zone de la Pendjeri. Un succès militaire, certes, mais qui rappelle cruellement que la menace terroriste n'est plus une hypothèse surréaliste. Elle est là, aux portes des villages de l'Alibori et de l'Atakura, cherchant visiblement à perturber le calendrier électoral, le calendrier démocratique du 12 avril 2026. Alors que la campagne s'ouvre dans un climat politique déjà chargé, l'État peut-il garantir la sécurité totale du scrutin? Les populations du nord du Bénin pourront-elles voter sans craindre pour leur vie? Et surtout, le terrorisme est-il en passe de devenir l'arbitre inattendu de cette élection? Pour en débattre, dans le forum de ce dimanche 22 mars 2026, nous recevons sur ce plateau Luc Kouméa-Ballo Abaki. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous font toujours ce plaisir et cet honneur de nous suivre à cette messe de dimanche. C'est un honneur toujours de vous avoir. Vous êtes journaliste, écrivain, analyste politique. À vos côtés, sans suspense, l'homme qui ne bouge pas, n'a pas bougé non plus aujourd'hui, son Excellence Sogoyou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles et bonjour aux téléspectateurs de par le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a la conviction qu'on n'est pas regardé seulement en Afrique. Oui, Sogoyou Kegewe est journaliste, ancien ambassadeur. Il faudra ajouter une nouvelle corde à son arc. Il est membre, nouvellement nommé membre du conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs Farafina par le gouvernement burkinabé, son Excellence capitaine Blaise, le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, c'est un événement inattendu parce que n'ayant aucun mérite particulier, donc pas de prétention particulière, et je suis ému du fait que de si loin qu'on puisse me remarquer et me faire ce grand honneur. Je crois qu'on aura un autre cadre, mais en attendant, je vais exprimer ma reconnaissance au président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Je vais aussi exprimer ma reconnaissance aux autorités togolaises parce que je suis au Togo, c'est du Togo que j'ai travaillé et que j'ai été, disons, remarqué. Donc, les autorités des deux pays, en attendant peut-être une occasion mieux indiquée pour leur exprimer ma reconnaissance, je leur dis merci. En tout cas, toutes les félicitations de ce forum, Luc. Mais oui, je pense qu'on doit pouvoir se féliciter quand même de cette belle opportunité qui lui est donnée de vendre davantage sa connaissance, son savoir-faire. Et pour nous, c'est en même temps la reconnaissance de ce travail qu'on fait tous les jours ici pour participer à l'éveil des consciences. Et cela veut dire que la communication a quand même une portée indéniable dans la gouvernance d'État, dans l'organisation des sociétés, dans la mobilisation des consciences. Et donc, on ne peut que se féliciter donc, de cette reconnaissance qui est donc faite par les autorités burkinabées. C'est la preuve que ce travail-là a une certaine amplitude qui est suffisamment appréciable. Et c'est l'occasion aussi de féliciter New World qui offre ce cadre-là, ce créneau qui permet à chaque fois de mobiliser des gens autour de des réflexions et des thématiques tout à fait porteuses pour notre Afrique. Nous aurons l'occasion de revenir amplement sur ce sujet. Bénin, terrorisme, une menace sur la présidentielle d'avril 2026 avec un point d'interrogation. C'est le thème de notre seconde messe à laquelle vous êtes cordialement conviés. Au plateau, ici, avant de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, faisons l'état des lieux. Le nord du pays est carrément, on va dire, sous pression terroriste. Mais quel est le niveau d'alerte réel actuel sur la ligne de front? Luc Abaki. Je pense qu'on peut répondre à cette question en s'appuyant sur deux niveaux. D'abord, le niveau social. Vous imaginez un peuple qui ne s'attend vraiment pas à une surprise aussi désagréable, qui se réveille un matin et se trouve percuté par des coups de canon, des gens mal intentionnés, qui tirent à bout portant, qui tuent des enfants, des jeunes, des grands, etc. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, un tel peuple ne peut qu'être angoissé.
désempérés, complètement frustrés et sans articulation particulière, parce que là, vous voyez, quand vous avez un problème d'insécurité, vous n'avez plus de repères, vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus du tout de plan, de stratégie de vie, etc. Et ça, c'est très dramatique. Ça veut dire que c'est la peur permanente à ce moment-là, et le peuple ne peut qu'être en alerte maximale, parce que tout bruit, tout mouvement suspect va forcément alerter la conscience de ce peuple-là. Et c'est très dramatique pour une nation, en tout cas une communauté entière. À la deuxième échelle, si au niveau des autorités, par exemple, ces genres d'attaques sont une surprise, c'est-à-dire qu'elles ne s'attendaient pas à ces genres de sorties, cela, c'est que, je le dis ainsi parce que vous vous rappelez qu'entre-temps, le général Tchani avait dit qu'il y avait eu un deal entre les groupes terroristes et les autorités béninois où une avance de 90 millions avait été faite et que le reste n'avait pas été donné. C'est d'ailleurs pour ça que en fait, les terroristes avaient à nouveau surgi au nord du Bénin. Si c'est le cas, ça veut dire que les autorités ne sont pas surprises de ces genres d'incursions malheureuses qui désastrent carrément la vie de ce peuple-là. Mais si elles sont surprises, ça veut dire qu'elles aussi, elles sont obligées, en cet instant précis, de mobiliser autant que possible les forces de défense et de sécurité, de sorte qu'on puisse traquer, si vous voulez, ces genres de voyous criminels qui sèment le désordre et le bordel au sein d'une société qui est plutôt, je vais dire, paisible. En tout état de cause, je crois que ces genres de situations nous rappellent en vérité qu'aucun pays n'est en sécurité, aucun pays n'est à l'abri de ces genres de sorties, quelles que soient les positions qu'ils adoptent, notamment avec les impérialistes et avec d'autres conspirateurs qui luttent contre les intérêts de nos États. Donc, c'est l'occasion pour nous de les interpeller et de leur rappeler l'impératif de travailler dans une dynamique unitaire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le terrorisme avait commencé à surgir dans le Sahel, il y a beaucoup de pays qui ne se s'étaient pas sentis concernés. Et personne n'avait réellement porté ce problème-là au point où on avait conspiré pour infliger des sanctions inhumaines à ces dirigeants qui étaient venus avec cet objectif clair, cette vocation de traquer justement les terroristes. Donc aujourd'hui, si tous les pays, malheureusement, du littoral aussi, se trouvent dans le même, justement, sous le même mal, c'est clair qu'on aurait dû anticiper en travaillant de façon dynamique pour justement bouter hors d'état de nuire ces malheureux attaquants de la vie des peuples. Nous allons revoir le schéma, la carte du Bénin sur laquelle nous avons schématisé la menace terroriste. Quand vous voyez pratiquement tout le nord du pays est pris en étau par les groupes terroristes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Excellence Sogoyou Kegewe, comment le Bénin, qui a quand même vu venir cette menace, aujourd'hui se laisse piéger par ces attaques terroristes? Et moi, je crois que nous nous inquiétons trop pour le Bénin, parce qu'apparemment, le Bénin n'est pas inquiet. Le Bénin n'est pas inquiet. Si le Bénin était inquiet, ce qu'on voyait, ce qu'on entend, on ne le verrait pas et on ne l'entendrait pas. Et moi, quand on me parle du Bénin, tel que tu as montré la carte, mais c'est où le Bénin et c'est où le Togo? Tous les dangers qui menacent le Bénin peuvent menacer le Togo. Le Togo a eu ses terroristes qu'il a combattus avec ardeur. Et le Togo a pris toutes les dispositions pour pouvoir contenir les terroristes. De l'autre côté, il y a des terroristes, mais bon, apparemment, il y a deux sortes de terroristes. Il y a des terroristes que les gouvernements, disons, cautionnent, qui ont donné des garanties au gouvernement qu'ils ne les attaqueront pas. Et eux, ils sont les bienvenus, on leur donne des territoires entiers, ils s'installent et ils commencent malheureusement à tuer les gens. Tout le monde sait qu'on ne peut pas être ami des terroristes. Je l'ai dit ici dans nos premières émissions, il y a de cela 1 ou 2 ans, que l'objectif de ce terrorisme, entre griffes, parce qu'il n'y a pas de terrorisme, de cette reconquête de l'Afrique noire par les puissances coloniales d'hier, l'objectif n'est pas les 3 pays du Sahel, non. Parce que tu ne peux pas avoir le Sahel si tu n'as pas l'océan. L'objectif, c'est l'océan Atlantique. Et qu'un jour, nos femmes seront en burqa et ne pourront même pas aller nager dans la mer, sur la plage où nos jeunes aiment aller les week-ends.
Mais quand tu dis comme ça, on croit que tu es alarmiste, on te traite de complotiste, on te dit tu n'aimes pas telle personne, tu n'aimes pas telle autre. Donc, du côté du Bénin, il n'y a pas de problème, on est tranquille. Les djihadistes sont là, ils ne sont pas là. Bon, tout le monde est content, il n'y a pas de problème. De temps à autre, les djihadistes sortent, ils sèment la terreur. Moi, j'ai écouté un témoignage de l'attaque du camp au Bénin. Si le témoignage est vérifié, mais c'est terrible parce que le témoin, le soldat disait, les djihadistes sont arrivés, ils ne sont même pas arrivés au camp, ils étaient loin et ils avaient des armes ultra puissantes. Et ils canardaient le camp. Et le camp n'avait qu'une seule arme lourde. Je ne suis pas militaire pour vous donner les noms et les spécifications de ces armes. Ils avaient une seule arme lourde et une seule ceinture de cartouches. Gilles, tu sais, une ceinture de cartouches, quand tu appuies en rafale, ça ne tient pas 2 secondes, ça part. Donc, quelque part, les militaires béninois se sont retrouvés avec des armes de poing classiques, Kalachnikov, fusil d'assaut américain, français ou anglais, je ne sais pas. Et les autres arrivent avec des mitrailleuses. Et le carnage a été fait. Mais c'est tellement triste parce que moi, je trouve que c'est mourir 2 fois pour un soldat de tomber parce qu'il n'a pas de munitions. C'est mourir 2 fois. Parce que le soldat, il a été formé, il sait les risques qu'il prend en s'enrôlant dans l'armée, mais il n'a pas été formé pour mourir comme une femme. Tu tires, tu n'as plus d'armes, voilà le type en demi-pantalon qui sort devant toi et qui te tue comme ça poule. Donc, je crois que si quelque part, nos pays, je parle toujours de nos pays, ce n'est pas seulement le Bénin, nos pays sont tous menacés. Le Nigeria, menacé jusqu'à ce que les Américains interviennent pour bombarder une partie du Nigeria. Le Bénin, menacé. Le Togo, menacé. Quant aux pays du Sahel, on ne parle même pas d'eux. Eux, ils ont déjà mijoté dans la sauce du terrorisme et ils sont aujourd'hui les seuls en mesure de s'en sortir. C'est pourquoi j'ai été sidéré, affligé, quand le chef blanc qu'on a amené à grand renfort de publicité à Cotonou, soi-disant réunion des chefs d'état-major, on lui passe la parole. Et il passe son temps à invectiver les pays du Sahel où bon, l'insécurité est grimpante, où les populations souffrent. Mais il m'a fait pitié, ce chef d'état-major. Tu es venu, tu as dit que vous voulez aider le Bénin et la Côte d'Ivoire. Mais si vous les aidez vraiment à lutter contre le terrorisme, nous tous, nous sommes contents. Parce que le terrorisme, chez eux, ça finit par nous toucher, nous tous. Maintenant, vous cherchez quoi dans le Sahel? C'est parce qu'il n'y a pas la France que le terrorisme monte. Quand la France était là-bas, le terrorisme se portait 10, 100, 1000 fois mieux qu'aujourd'hui. Les pays du Sahel ont pris leur destin en bas et il n'appartient pas à un Français ou à un aventurier militaire français d'apprécier ce que les peuples du Sahel veulent. Si on tenait compte des peuples, mais aujourd'hui la France ne marcherait pas parce qu'en France, le peuple ne veut pas entendre parler de ceux qui le dirigent aujourd'hui. Mais ces dirigeants sont là. Ce n'est pas seulement dans le Sahel qu'il y a des problèmes. En France, personne ne veut parler du chose. Ce général, il le sait. Donc, on ne l'a pas envoyé pour vilipender les pays du Sahel, dont le mérite est de vouloir se débarrasser de la France. Qu'on le veuille ou non, la France part, elle partira. Peut-être qu'on lui a posé une question ou des questions sur le Sahel. Oui, et si on te pose des questions sur le Sahel, tu n'as pas à dénigrer le pays, à dire que oui, l'insécurité monte. Tu es dans un pays où on a tué des soldats. Parle de ça. Ouais, dis-nous, tu es venu, les mesures que tu prends pour aider nos frères du Bénin. C'est ça qui nous intéresse parce que le terrorisme au Bénin, d'une façon ou d'une autre, il finit par toucher et le Togo, et le Burkina, et le Niger. Et personne ne veut de cette contagion à tout va. Donc c'est tout ce qu'on veut. Alors, donc maintenant, le Bénin n'a pas chassé la France. Pourquoi les terroristes tuent les gens au Bénin? Ce général devait répondre à cette question. Pourquoi il n'a pas répondu à cette question? C'est justement ce que je voulais dire. Jusqu'à preuve du contraire, je pense savoir que le Bénin entretient de très bonnes relations de coopération militaire avec la France et avec l'ensemble des pays de l'Union européenne et même de l'OTAN. Alors comment on peut expliquer que ce phénomène du terrorisme commence à envahir véritablement pratiquement tout le nord du Bénin? Ça veut dire que même avec leur présence, ce phénomène-là ne peut que s'amplifier. Alors, ils n'ont pas à se vanter et à même commencer à conspirer ou à faire des qualificatifs condescendants contre des États qui ont décidé de prendre leur destin en main et qui se sont engagés à se réorganiser au niveau militaire tout comme au niveau social pour lutter contre un phénomène
qu'ils ont décrété, en tout cas que les puissances occidentales ont décrété, bien entendu. Donc il est tout à fait mal placé, en effet, pour se prononcer sur ce phénomène-là qu'ils ont provoqué exprès d'envie de disloquer et de déstabiliser ces États-là. Donc ça, franchement, c'est révoltant quand on voit ces pays du Nord continuer à parler de l'Afrique, des pays africains avec autant d'arrogance, autant de condescendance, alors qu'aujourd'hui, il est avéré que ce sont ces pays-là, d'abord, qui ont conspiré, mais surtout, qui sont dans les pires des problèmes possibles. Aujourd'hui, est-ce que la France a une voix qui porte réellement au regard de tout ce qui se passe dans ce pays, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan même de l'énergie, etc., etc., et qui continue donc de faire la cour à ces pays de l'AES, qui semble même dénigrer. Donc c'est une incohérence et c'est une attitude qui n'a vraiment pas de sens et qui frise un peu l'intelligence, à vrai dire. Je pense qu'on ne peut plus se laisser continuer à se laisser mystifier par ces genres de racontards, des propos qui n'ont pas de sens et qui donnent le sentiment que l'intelligence viendrait de ces pays-là. Alors, l'ambassadeur a dit quelque chose quand même qui me paraît intéressant sur le cas justement du Bénin avec cette intelligence qui est développée avec un certain type de terrorisme. Alors, c'est assez inquiétant, d'autant plus que, c'est vrai, on est à la veille des élections, de l'élection présidentielle au Bénin, et on se demande si vraiment, c'est pour ça, en développant au départ, je dis, si les autorités sont réellement surprises par ces genres de sorties, elles vont prendre les dispositions. Mais si elles ne sont pas surprises et qu'il y a un calcul politique derrière, c'est-à-dire que l'irruption des terroristes et en tout cas l'amplitude que ces attaques terroristes, est-ce que ça peut être un prétexte pour bouleverser le calendrier électoral, pour susciter d'autres calculs? Bon, on peut un chapitre est concerné donc, par cette question cruciale. Mais les faits semblent vous donner raison, parce qu'on va afficher un peu le baromètre de la violence, au Bénin, on peut l'appeler ainsi, comparant le nombre d'incidents sécuritaires par trimestre de 2024 jusqu'à nos jours. On va voir le diagramme, oui, voilà, le baromètre de la violence. Vous voyez, au fil de ces derniers mois, la situation s'est franchement aggravée, Lucas Baki. Oui, c'est ce qu'on est en train de constater et c'est ça qui est désolant. Et c'est ça qui suscite justement un questionnement sur... on ne peut pas se passer de faire un rapport quand même avec le contexte politique béninois, où on sait qu'il y a donc un rendez-vous essentiel qui concerne donc le remplacement de Patrice Talon à la tête du pays. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est conspiré de haut pour peut-être percuter le calendrier électoral et faire en sorte à justifier peut-être un éventuel report ou une réorganisation? En tout cas, on ne sait pas. Pour le moment, nous supputons, mais nous trouvons curieux que malgré justement les dispositions que Talon semblait avoir prises et où il semblait nous dire que bon, ben, le terrorisme n'appartient qu'aux autres. Aujourd'hui, que ce soit le Bénin vraiment qui soit autant canardé et autant secoué à une échelle aussi grande. Tu sais, Gilles, on doit éviter de mêler les humeurs politiques aux questions de sécurité. Parce que le politicien qui veut exprimer ses humeurs, qui veut dominer, qui veut exploiter, qui veut envoyer des conteneurs d'argent en France, n'est pas dans la même situation que le pauvre soldat qui est au front et qui est prêt à mourir. Ni l'enfant du politicien, ni son petit-enfant, ni ses cousins, neveux, personne ne se retrouvera au front. Pourquoi je dis qu'il faut dissocier la politique de la sécurité? J'ai écouté de la bouche du président capitaine Ibrahim Traoré un fait qui m'a sidéré, parce qu'il dit qu'à la veille de son voyage en Russie, des soldats béninois en difficulté au nord ont fait appel à leurs collègues burkinabés. Mais dès qu'il a été saisi du problème, il a autorisé que des vecteurs aériens interviennent pour disperser les terroristes qui attaquaient le Bénin, pas le Burkina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militaires, qu'ils soient béninois, qu'ils soient togolais, qu'ils soient burkinabés, maliens, nigériens, ghanéens, ivoiriens ou nigériens, ils sont solidaires parce que devant le feu, ils ne peuvent qu'être solidaires, ils sont liés par le même destin. Mais ceux qui sont chargés d'exporter des conteneurs d'argent à Paris, l'argent qu'on utilise pour les faire chanter, ah, si tu ne fais pas comme ça, tu sais, ton argent, tu ne le verras plus. Il ne faut pas qu'ils viennent avec leurs petits calculs de petits boutiquiers de quartier
mettre en danger la vie des enfants d'autrui. Le capitaine Traoré a fait ça et il l'a fait avec plaisir. Et les soldats béninois qui ont appelé au secours, je suis sûr qu'ils sont satisfaits. Est-ce qu'ils ont dit ça à leur fameux général Mandon? Qu'il fut un temps où les pays qui l'accusent d'être aujourd'hui l'épicentre du terrorisme, qu'ils sont intervenus pour aider l'armée béninoise. Où étaient les Français? Quand les soldats là faisaient appel à leurs collègues béninois, où étaient les Français? Donc, moi, je crois qu'il faut revenir sur terre. La politique, c'est la politique. On ne se mêle pas de la politique interne d'un pays. Mais on ne peut pas, à cause des raisons politiques, des combines politiques, hein, des ententes bizarres, souterraines, hein, cupides, intéressées, laisser tuer les enfants des autres sans armes. Et on se vante même de ne pas avoir besoin d'armes. Quand tu dis que tu n'as pas d'armes, c'est que tu dis aux terroristes, va les tuer, ils n'ont rien. Et qu'est-ce que ton général Mandon dit? Les terroristes sont plus forts, les terroristes sont mieux équipés. Exactement, on dirait qu'il a fait l'école, la même école que Bazoum. Donc, tu vois que c'est une idée fixe pour la France de rendre effectivement les terroristes plus forts et mieux équipés pour terroriser les populations de la sous-région qui refusent de se faire traire comme des vaches depuis le temps colonial jusqu'à ce jour. Alors, la question cruciale maintenant, comment cette insécurité modifie-t-elle la géographie électorale du Bénin? Y a-t-il un risque, Luc, de voir des zones entières privées de vote? Concrètement, comment organiser des élections dans des communes comme Karimama ou Banikwara sous menace permanente? Mais vous avez sorti tout à l'heure les statistiques et vous voyez que la menace, elle est réelle, que la situation, l'instabilité, elle est réelle dans une superficie suffisamment grande, justement, du Bénin. Et dans un tel contexte, c'est pour ça qu'on faisait l'allusion avec l'élection présidentielle qui est là à quelques semaines, justement. Alors, tant qu'il y aura cette instabilité-là, tant qu'elle va aller crescendo au point où le peuple ne peut donc même pas penser d'abord à comment vivre avant de penser à aller mettre un bulletin dans l'urne, ça veut dire que la situation devient plutôt chaotique et très difficile. Et ce qui pourrait justifier éventuellement, c'est ce que j'étais en train de dire, et éventuellement un report de l'élection présidentielle là, au Bénin, d'autant plus qu'on ne peut pas organiser une élection présidentielle qui est censée légitimer un citoyen à la tête du pays qui va gouverner au nom de ce peuple si l'entièreté du territoire n'est pas conquise, n'est pas sous l'emprise de l'État et que les citoyens dans leur ensemble ne peuvent pas véritablement se prononcer et désigner la personne qui serait la mieux indiquée pour les conduire. Et donc, ça veut dire que cette situation est une situation sérieuse. Si elle n'est pas contrée, si elle n'est pas maîtrisée et qu'elle s'amplifie, je crains que le processus électoral soit sérieusement perturbé et qu'il n'y ait pas vraiment les moyens d'organiser cette élection-là ou de faire plutôt une simulacre d'élection qui mettrait quelqu'un de fait à la tête du Bénin. Non, tu sais, Gilles, élection au Bénin, moi je n'aime pas m'ingérer dans la politique intérieure des pays. Ça ne m'intéresse pas. Parce que des gens refusent de réfléchir. Dès que tu dis un mot, chacun veut faire son bitos, il court sur le chef. Ah, il y a le journaliste togolais là qui a dit ça contre vous, nous on va riposter. Et il commence à aligner un chapelet d'injures et de dénigrement. Nous on n'est pas dedans, on a un niveau assez élevé pour comprendre les enjeux. Tu parles d'élection, mais qui est l'élection au nord ou non? Puisque l'élection, le nord, clairement, a été donné aux terroristes et aux Français. Le général Mandon ne dit pas on n'est pas au nord. Il dit qu'ils y passent ponctuellement. Ponctuellement pour faire quoi? Pour s'entretenir avec leurs terroristes. Donc à partir du moment où cette partie du Bénin a été offerte gratuitement aux terroristes, on s'en fout si les gens là-bas votent ou non. Le Bénin utile sans terroristes va voter. À la limite, si les gens ne votent pas, tant mieux. Si demain on se dit ah, il y a terrorisme, on ne peut pas aller aux élections, tout le monde sera d'accord. Parce que comment tu peux aller aux élections avec la moitié du pays? Parce que regardez bien la carte du Bénin. C'est le nord qui est vaste. Le sud, c'est une petite bande comme le Togo. C'est le nord qui est vaste. Si ce nord vaste est privé d'élections, normalement, il n'y a pas d'élections. Là, logiquement, on annule, on reporte les élections. Mais cette tendance n'est pas exclue. Je dis que je ne veux pas me mêler de la politique intérieure des pays. Logiquement, leur chef blanc qui est venu leur donner des leçons de déni de vérité, il sait qu'en Ukraine,
Il y a un chef qui est assis là-bas, il n'y a pas d'élection. On dit pourquoi? On dit non, non, qu'il y a la guerre. La même guerre, c'est avec la Russie qu'il mène la guerre, mais la Russie a fait ses élections. Ici, Oui, ouais. ici, je ne serais donc pas surpris que demain on dise que bon, il y a l'insécurité, on annule les élections et le pouvoir continue. Pourquoi pas? Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mon problème. On connaît toutes les ruses, les tractations qui sont en train d'être menées, parce que tu regardes même en Europe ou même en Amérique, des gens ont déclaré des guerres pour cacher leur casserole et pouvoir continuer à diriger leur pays. Pourquoi ça ne se passerait pas en Afrique? Les terroristes, dans ce cas, au nord du Bénin, c'est malheureux, c'est triste de le dire, dans ce cas, les terroristes au nord du Bénin, volontairement ou involontairement, sont en train de satisfaire à des calculs politiques sanguinaires et il faudrait quand même qu'on trouve une solution. Faire venir un petit blanc qui parle, ça ne règle pas le problème. On avait fait venir un insulteur qui a insulté, ça a ajouté quoi? Rien. Aujourd'hui, on fait venir un petit blanc qui parle, on croit que ça résout les problèmes. Le terrorisme au Bénin, le terrorisme en Côte d'Ivoire, c'est des réalités, c'est des pays frères. Nous sommes tous concernés, je dis. Je n'ai jamais pensé un seul instant que un pays de la sous-région déstabilisé serait bénéfique aux autres pays voisins. Ceux qui le pensent, ils ont quand même des armées, ils ont quand même des conseillers militaires, ils ont quand même des conseillers diplomatiques pour leur dire que cette façon de penser-là, ça va finir comme l'Amérique est en train de finir en Iran. Fiasco total sur toute la ligne. Alors, on va revoir le calendrier électoral. Le premier tour de la présidentielle, c'est prévu pour le 12 avril. Éventuellement, s'il y a un deuxième tour, c'est prévu pour le 10 mai et la prestation de serment le 23 mai. Est-ce que ce calendrier va tenir, Luc Abaki? Parce que le climat politique lui-même était déjà tendu avec les candidatures invalidées du principal parti d'opposition, les démocrates, et le terrorisme qui s'empare un peu d'une partie, en tout cas importante, du territoire béninois. Est-ce que ce calendrier va tenir ou le terrorisme peut servir de prétexte pour reporter les élections et organiser un glissement du mandat présidentiel? Le moins que l'on puisse dire, c'est que les conditions ne sont pas réunies en l'état actuel des choses pour qu'on puisse avoir une élection sereine qui légitimerait un candidat à la tête du Burkina, du Mali, du Bénin, tout simplement. Comme vous avez fait allusion, d'abord, toutes les subterfuges, les manœuvres qui ont été faites pour limiter les candidatures et faire en sorte que le candidat du pouvoir puisse être l'hirondelle qui ferait le printemps, tout le monde connaît cela. Parce que la manœuvre qui a consisté d'abord à chercher les parrainages et puis tout ce qu'il y a comme manœuvre, tout ce qu'il y a comme difficulté pour faire en sorte que les gens puissent aller librement candidater, montrait qu'il y avait un calcul politique et politicien qui était malsain. Or, en réalité, une élection devait être une occasion de jouissance, c'est-à-dire une occasion de fierté pour celui-là qui se positionne et qui se sait aimé et adoubé par un peuple, d'aller montrer de quoi il est capable. Mais si on doit vraiment faire en sorte à couper de l'herbe sous les pieds de tous les autres candidats qui ont de l'aura et qui sont capables d'avoir du répondant au sein de la population, quelle est la fierté, quelle joie on peut avoir? Vous savez, normalement, vous ne pouvez avoir la sensation de la victoire que si vous rencontrez, vous affrontez des leaders charismatiques suffisamment solides et que vous renversez dans l'arène. En tout cas, moi, je suis sorti d'un peuple qui me montre que la compétition à travers, par exemple, les luttes, et voilà, quand vous sortez sur l'arène, dans l'arène, et vous prenez un candidat qui est suffisamment solide et au vu aux yeux de tout le monde, vous arrivez à le renverser, votre joie est légitime. Votre sensation de la victoire est légitime. Mais si vous devez éliminer tous ceux qui sont solides, caïds et qui sont capables justement de répondre avec une certaine énergie pour aller prendre des menus fruitains et dire après tout que vous avez gagné, c'est quand même de la lâcheté. Ça n'a aucun sens de noblesse, aucun sens d'élévation. Et à cela, associé précisément au terrorisme qui est né de façon très subite, en tout cas au Bénin,
et qui donne le sentiment d'une certaine suspicion. En tout cas, on n'est pas très fondé pour dire avec précision, mais quand on regarde vraiment l'agenda et le calendrier, on se demande si vraiment ces élections auront lieu et si elles auront lieu dans les conditions qui pourraient nous amener, nous convaincre, en tout cas, de l'élection d'un candidat en bonne et due forme. Excellence Sogoyou Kegewe, peut-on assister à un glissement du calendrier électoral? Mais pourquoi glissement? La chose est déjà ficelée. On sait qui va aux les élections, on sait qui gagne. Pourquoi ficeler? Il y a deux candidats, pour rappel, Oui. Romuald Wadani Oui. et Chabi Talata, le premier duo. Le deuxième duo, moins connu, Paul Humpe et Judikaël Houanou. Oui, d'accord. Moi, je respecte les candidats. Je n'ai rien à dire pour ou contre. Je les respecte. Mais ils savent eux-mêmes qui va gagner et comment il va gagner. S'il y a élection. S'il y a élection. Écoutez, ce n'est pas seulement au Bénin qu'on détruit les opposants pour qu'ils ne soient pas candidats. Regardez la France. Tous les sondages donnent Marine Le Pen gagnante aux élections, mais on lui a foutu un procès et elle est inéligible pour 5 ans. Donc le Bénin n'a rien inventé. C'est comme ça dans tous les pays très démocratiques. Si tu es un grand démocrate, que tu n'élimines pas tes adversaires, en quoi tu es démocrate? Il faut éliminer les adversaires. D'une façon ou d'une autre, tu les mets en prison, tu les envoies en exil, tu es seul et tu es démocrate, tu te fais élire. Si tu me parles des démocrates, je l'ai déjà dit ici un jour, hein, il y a un petit malin qui m'a agressé en disant que moi j'ai manqué de respect à Yahi Boni. Mais qui peut manquer de respect à Yahi Boni? Le président Yahi Boni a été le président le plus cool. Il a fait des chantiers énormes, il ne s'en vantait pas. D'ailleurs, beaucoup des chantiers qui continuent aujourd'hui. Dit qu'il ne s'en inventait pas. Pardon? Dit qu'il ne s'en vantait pas. Il ne s'en vantait pas, non. Il le faisait avec beaucoup de modestie, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr. Laisse-moi parler. Donc, beaucoup de chantiers, après lui, ont été continués. C'est normal. Il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Et il faut être reconnaissant au pouvoir nouvellement arrivé de continuer ce que son prédécesseur a fait. Parce que dans certains pays, comme c'est mon prédécesseur, moi je ne fais pas ça. Non, les Béninois ont continué. Avec Talon, ils ont continué sur le travail de Yahi Boni. Donc on ne peut pas manquer de respect à Yahi Boni. Mais ceux qui sont autour de Yahi Boni, qui croient qu'il suffit d'aller lui raconter une farce pour avoir des faveurs, c'est eux le problème. Parce que moi je me suis toujours demandé, qu'est-ce que les démocrates cherchent dans cette galère? Comment les démocrates vont aux élections alors que leur représentant aux dernières élections est en prison? Tu peux marcher sur ton ancien candidat en prison pour aller être candidat aux élections. Tu as vu ça où? Ça se passe où? Donc, les démocrates, s'ils se sont retirés ou s'ils ont été marginalisés, quelque part, eux-mêmes, ils ont préparé le terrain à la marginalisation. Et ce n'est même pas la peine qu'on nous accuse d'avoir dénigré celui-ci ou celui-là. Je ne me mêle pas de la politique intérieure du Bénin, mais il y a quand même des faits, il faut les souligner, parce que les Béninois écoutent et ils savent ce qui se passe. Alors, mais sur cette question, avant que vous nous posiez la question, sur cette question du terrorisme au Bénin, c'est-à-dire, quand je vois par exemple que le Bénin, le Burkina Faso s'associent à la France pour trouver des solutions au terrorisme, ça me fait rire. Vous avez un voisinage complet qui a fait l'expérience du terrorisme pendant des années, avec toutes les forces militaires de l'OTAN et notamment de la France. Qui mieux qu'un pays comme le Mali ou le Burkina Faso ou le Niger a expérimenté véritablement la présence des forces extérieures et conduite véritablement par la France sur son territoire. Et le terrorisme s'amplifiait, se métastasait, prenait tous les compartiments de ces pays-là. Alors aujourd'hui, vous finissez par faire l'expérience de ce terrorisme. Au lieu de recourir à vos voisins immédiats, avec qui vous pouvez vous entendre pour mutualiser vos forces, vos énergies et élaborer des stratégies adéquates qui vous permettraient donc d'extirper ces terroristes-là de vos territoires, vous les survolez, vous les insultez, même vous les traitez même d'incompétents et vous alliez au colon qui est toujours là et dont on connaît bien sûr l'objectif sur nos territoires pour dire que c'est avec eux vous allez initier des stratégies pour lutter contre ce phénomène qu'on connaît dans nos pays. Moi, je trouve cela incohérent, suffisamment paradoxal, et c'est ce qui me fait penser qu'en réalité, tout ce qui est en train de se faire là, c'est du simulacre tout court. On n'a pas l'intention véritablement de décimer
ce phénomène-là au sein de la société. Peut-être qu'on instrumentalise d'ailleurs même ce phénomène pour légitimer certaines décisions politiques. Alors, si le scrutin se déroule à date prévue, c'est-à-dire le 12 avril, quelle sera la légitimité du président élu, finalement? Mais attends, Pour Gilles, vous, il n'y a pas de suspense. moi, je ne connais pas la constitution du Bénin et je ne connais pas quel taux de participation valide ou invalide l'élection d'un candidat. Et récemment, il y a eu dans un pays d'Afrique centrale... Il n'y a pas un seuil. Non, il y a eu dans un pays d'Afrique centrale des élections où il semble qu'il y a eu 80% d'abstention. Donc 20% ont voté et le gagnant a eu 85% des électeurs, il a gagné. Il n'y a rien qui invalide une élection présidentielle. Non, je parlais de légitimité. Oui, mais si l'élection n'est pas invalidée, elle est légitime. Non, elle est légale, mais elle n'est pas légitime. Il ne faut pas me perdre dans les labyrinthes juridiques entre légal et légitime parce que c'est la même histoire. Je te dis ceci. L'élection sera organisée, les gens iront aux urnes. Ceux qui peuvent voter iront voter. Et c'est leur voix dans les urnes qui seront comptées. Et celui qui a gagné, il a gagné. On ne va pas épiloguer là-dessus. Ce n'est pas la peine de tenir des propos incendiaires pour cultiver des contestations d'avance. Ça ne sert absolument à rien. Celui qui a gagné, il a gagné. C'est tout. Moi, il faut privilégier la paix et la sécurité dans nos pays. Non, c'est une question de légitimité. Apparemment, nos dirigeants actuels, en tout cas beaucoup de ces dirigeants-là, continuent de penser qu'ils ne peuvent avoir de légitimité que s'ils sont en bon terme avec les colons d'hier. C'est-à-dire un pays comme la France, s'il est adoubé à ce niveau-là, il est salué sur le perron de la France, ça suffit pour être légitime dans leur pays. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont toutes les difficultés. Mais voyez, au Burkina Faso, au Mali comme au Niger, pourquoi on n'a pas fait des élections? C'est justement parce que ces pays-là n'avaient pas les territoires entre leurs mains. Une grande partie des territoires est donc consommée par les terroristes et dans un tel contexte. Parce que justement les dirigeants tiennent à leur légitimité et font en sorte que chaque citoyen ne soit pas frustré du fait qu'il n'a pas eu la possibilité de se prononcer sur l'élection qui sera organisée. Ils ont priorisé justement la reconquête du territoire, la décimation des terroristes et faire en sorte que le dirigeant puisse avoir la même mise sur l'ensemble du territoire avant éventuellement d'envisager l'éventualité d'organisation d'une élection. De la même manière, on ne entendu? va pas résumer quand même le mandat du président Patrice Talon à une accointance avec la France. On lui a reconnu je n'ai même pas résumé des réformes en profondeur. Attention, je n'ai sur pas le plan résumé. politique, sur le plan économique. Oui, mais ça c'est un raccourci que vous êtes en train de prendre. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est politique interne. Voilà. On n'a pas à se mêler de ça. Je n'ai pas dit que, en fait, par exemple, quelqu'un comme Talon, sa légitimité tient exclusivement de Paris ou ailleurs. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'observe, je fais une analyse générale où, donc, lorsque les dirigeants n'ont pas la possibilité de maîtriser tout le territoire dans son ensemble, ils font tout pour empêcher même les citoyens d'aller voter comme il se doit, parce qu'ils estiment qu'en passant par des raccourcis tout à fait immoraux, il suffit que la France puisse prendre acte justement de l'élection qui a eu lieu et qu'il n'y ait pas de violence éventuelle parce que les citoyens sont étouffés, la force brute est utilisée et donc la population est dans une résignation parfaite. Alors là, le dirigeant, il est tranquille, il ne s'en tient pas à la volonté populaire, à la légitimité tenant lieu de ce que le peuple l'accepte et l'adopte. Or, ce faisant, lorsque vous n'avez pas l'adhésion du peuple, lorsque le peuple ne porte pas votre vision et le mécanisme par lequel vous entendez gouverner, évidemment, vous pouvez être très flamboyant en idées, très fertile en initiative. Cela ne portera pas parce qu'en réalité, ce n'est pas vous qui travaillez sur le terrain, ce sont les citoyens. Et il faut bien qu'ils se retrouvent en ce que vous faites pour pouvoir vous accompagner précisément. Gilles, observons ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'inventer. Tu as vu ce qui se passe aujourd'hui dans la guerre au Moyen-Orient avec l'Iran et ses pays voisins. La dernière fois, j'ai été surpris d'entendre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dire que les dirigeants arabes ont plus peur de Trump que de leur dieu Allah. C'est la même chose chez nous ici. Les gens ont plus peur de l'Élysée que des terroristes.
Tant que l'Élysée est d'accord, les terroristes peuvent prendre leur pays. Seigneur, venez, on est là. Le chef blanc est d'accord. Tuez nos populations, tuez nos militaires comme vous voulez. Bon, il n'y a pas de problème. Parce que si vous ne donnez pas la priorité à vos propres intérêts et à vos populations, les élections démocratiquement, indémocratiquement, ça c'est de la poudre aux yeux. Les gens, j'ai dit ici, je préfère être soutenu populairement, être populairement soutenu par mon peuple qu'être démocratiquement élu par des gens insatisfaits. Parce que vous dites aujourd'hui, quand on parle d'Israël, et que c'est junte. Mais une junte qui a accepté à plus de 80% de sa population face à des régimes démocratiquement élus qui ont à peine 4% de leur population derrière eux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Aujourd'hui, les 3 pays du Sahel, s'ils veulent organiser des élections de singes, comme le préconise le chef blanc, mais ils feront tous chacun 80%, au moins, et sans tricher. Ils feront au moins 80% sans tricher. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas le temps à perdre. Le travail de développement est si prenant qu'ils préfèrent s'atteler à ce travail que d'aller encore foutre la pagaille partout qu'on organise des élections pour diviser davantage les populations qui sont concentrées aujourd'hui sur les programmes de développement. Voilà. Sur l'élection elle-même, ça va permettre de clôturer cette première partie. Il y a 2 principaux candidats, Romuald Wadani, ministre de l'économie du gouvernement Talon, le dauphin du président sortant. Il représente le parti au pouvoir avec Chabi Talata. De l'autre côté, il est moins connu, Paul Ompé du parti FCBE, Force Koripouna Bénin Émergent, avec Judy Kael Ouanou. Pour vous, est-ce que le jeu est déjà fait? Moi, je n'ai pas... Ça dit que je prends rarement des positions péremptoires pour présumer de ce qui va arriver. Mais je m'en tiens à la manière dont on est arrivé justement à ces candidatures-là. Et ça me donne le sentiment que on utilise les leviers de l'État pour empêcher les candidats solides de s'activer. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un but qui est visé autour. Vous voyez? Quelqu'un comme Romuald Wadani, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Je pense que c'est un technocrate chevronné, il a rendu dynamique l'économie béninoise, etc. Il devrait pouvoir être totalement à l'aise pour affronter des éléphants solides dans la forêt. Parce qu'il a une expérience, parce qu'il a un parcours, parce que justement, il a quand même l'aura qui lui permettrait d'avoir foi qu'il peut avoir l'adhésion populaire du peuple béninois. Mais si au-delà de ce parcours-là, on a des doutes au point justement d'empêcher par des manœuvres, des subterfuges, de la triche tout court, pour empêcher les gens de candidater, malheureusement, il ouvre la voie à des suspicions. Voyez? Et donc, c'est ce qui peut nous amener à conclure qu'en fait, les dés sont déjà pipés, les cartes sont jouées, mais encore faudrait-il que l'élection en question puisse avoir lieu. Parce que ce n'est pas parce qu'il a été, si vous voulez, coopté par le président actuel que ce dernier est vraiment dans les meilleures dispositions pour lâcher le pouvoir et donc faire en sorte que son dauphin puisse avoir ce pouvoir. Tous les problèmes qui viennent là en train d'être exogènes au calendrier électoral, qui malheureusement ont un impact évident sur l'organisation de cette élection, peuvent justifier, comme on l'a dit, non pas un glissement, mais un report en bonne et due forme et sans limite. On a vu le lancement de la campagne de Romuald Wadani, le dauphin de Patrice Talon. Oui. On dirait que le jeu est très inégal. Non, mais qu'est-ce que tu... Gilles, on est en politique. Ici, ce n'est pas l'église. Même à l'église, tout est inégal. On est en politique. Quel jeu tu veux être égal? Quoi doit être égal à quoi? Mais le futur président Wadani, en réalité, il a déjà gagné. Il va faire la formalité parce qu'actuellement, j'ai appris qu'il y a des concurrences entre les localités de voir qui sera qui rassemblera le plus d'électeurs. Et derrière qui? Derrière Wadani. Donc moi, si j'étais à la place de Wadani, mais je serais content. Ce n'est pas parce que ce n'est pas moi que je vais dire non, il n'y a pas équité, il n'y a pas ceci. Non.
tout dépend, les choses ont été préparées. Celui qui a préparé, ce n'est pas Wadani, mais Wadani est le bénéficiaire de ce qui a été préparé. Alors moi, avant même qu'il ne soit élu, moi je lui souhaite bonne arrivée, excellence, monsieur le président. Voilà. Pas de suspense pour vous. Hein. Non, oh, toi aussi. En tout cas, s'il y a élection, ce serait un miracle de dire que, l'autre candidat aurait pris quoi que ce soit. Non, ce n'est pas possible parce que c'est verrouillé, exprès. Et donc, ça veut dire que les élections, le résultat sera même décrété au besoin. Oui, voilà. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas un des objectifs poursuivis par le président Talon? Ça, on a fait très court parce qu'il reste 30 secondes. Parce qu'à son arrivée au pouvoir, il a constaté qu'il y avait trop de partis politiques. Une élection présidentielle au Bénin, parfois, on a compté jusqu'à 30 candidats. Et ça, tu es qui? Attends, on ne va pas faire des procès d'intention à Talon. Talon a trouvé une situation avec un peuple et il a vu que ce peuple-là, il peut l'amener même jusqu'à l'abattoir, il va le suivre. Et pourquoi le problème? Est-ce que c'est la faute à Talon? Je fais comme ça, vous me suivez. Alors, tu as appris l'histoire du mouton de Panurge. Dans de l'eau, le gars a acheté un mouton sur le bateau. Il l'a jeté à l'eau et tous les autres moutons ont suivi. Est-ce que c'est la faute au mouton? Non, c'est donc, il n'y a pas de procès d'intention. On dirige un peuple comme il est. D'accord, merci. Voilà. On va reprendre la discussion dans une dizaine de minutes dans la seconde partie de New World Forum parce que là, nous devons marquer une pause pour une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À tout de suite.